Bonjour à tous, donc dans cette vidéo j'aimerais vous présenter le calcul de l'intégrale entre 0 et l'infini de 1 sur 1 plus x à la puissance alpha. On va utiliser encore une fois l'analyse complexe, et en particulier cette fois on va utiliser le théorème des résidus. Donc la dernière fois on avait utilisé que l'intégrale sur une courbe fermée d'une fonction holomorphe donne 0. Mais il y a une généralisation à ce théorème, qui est le théorème des résidus, qui nous dit également ce qui se passe quand à l'intérieur de C, j'ai des singularités. Donc imaginons que j'ai une fonction qui est holomorphe partout, excepté en certains points z1, z2, z3, etc. Et que je prends un contour qui entoure ces singularités. Alors l'intégrale sur ce contour va non pas cette fois-ci être égale à 0, mais va être égale à la somme sur chacun de ces points, z1, z2, etc., donc la somme sur k des résidus de f en ces points zk fois 2pi. Voilà, donc ça c'est le théorème des résidus, et maintenant j'aimerais l'appliquer au calcul de mon intégrale. Donc mon intégrale était celle-ci. Comment est-ce que je peux appliquer le théorème des résidus à cette intégrale? Premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais naïvement me dire, ok, je vais prendre cette fonction, et je vais en faire une version complexe. Donc je vais considérer ma fonction f de z, ça va être simplement 1 sur 1 plus z à la puissance alpha. Donc dans le plan complexe, l'intégrale que je veux calculer, c'est l'intégrale selon cette ligne en rouge dans le plan complexe. Et la question c'est, est-ce que je peux trouver un contour qui me permette, avec le théorème des résidus, de calculer cette intégrale selon la ligne rouge? Et donc, pour savoir quel est le contour d'intégration que je dois choisir, je dois premièrement trouver les singularités, savoir où sont les singularités pour savoir comment je peux les entourer avec mon contour. Donc, les singularités vont être lorsque 1 plus z à la puissance alpha vaut 0. Et donc ça correspond à z puissance alpha égale moins 1. Donc, moins 1, on peut l'écrire comme exponentielle ipi plus 2pi in. Donc ça correspond à dire qu'on peut choisir n'importe quel angle, on peut tourner autant de fois qu'on veut dans le plan complexe, ça va toujours donner moins 1. Et donc la solution à cette équation, ça va être exponentielle i pi sur alpha plus 2pi sur alpha in. Et on a alpha solutions qui vont correspondre à n égale 0, 1, 2, etc. jusqu'à alpha moins 1. Donc ça va être toutes les singularités dans le plan complexe, et ça je peux le réécrire, exponentielle i 2pi sur alpha, n plus 1 demi. Et simplement factoriser l'exposant. Donc les singularités, maintenant je peux les dessiner dans deux cas. Donc imaginons alpha égale 8. Ce que je vais dessiner c'est mon 2pi sur alpha, d'accord? Donc je vais diviser mon cercle en des petits arcs de cercle de rayons, d'angle de pi sur alpha. Donc pour alpha égale 8, ça correspond à couper mon gâteau en 8. Et donc, ça c'est 2pi sur alpha. Et maintenant si j'avais alpha égale 9, donc c'est pour vous montrer deux cas différents, pair et impair. Si j'avais alpha égale 9, je fais la même chose, simplement maintenant ça va être un peu plus compliqué de découper, donc je vais d'abord découper en 3, et puis ensuite je vais encore découper en 3, chacun de ces bouts. Voilà, où chacun de ces angles est 2pi sur alpha, mais cette fois-ci avec alpha égale 9. Donc maintenant, les solutions correspondent à un angle 2pi sur alpha fois n plus 1 demi. Donc si vous voulez, c'est 2pi sur alpha fois n plus 1 demi, ça correspond à la moitié de mes gâteaux, si vous voulez. Donc ça correspond à ces points ici. Donc vous voyez que la différence entre alpha égale 8 et alpha égale 9, c'est en gros que pour le cas impair, on a la solution moins 1. Ok, ça c'est évident. J'aurais pu le dire dès le début, 1 plus x à la puissance alpha égale 0. Si alpha est impair, x égale moins 1 est une solution. Mais c'est pas la seule, puisqu'on a les 8 autres solutions, les alpha moins 1 autres solutions qui sont complexes. Voilà, donc maintenant que je sais où sont les singularités, est-ce qu'on peut trouver un contour qui évite ces singularités et me permette de calculer l'intégrale? Donc, la réponse est oui, mais seulement dans un cas, et ce cas c'est alpha pair. Parce que, partons du cas général,
si je redessine le plan complexe, l'intégrale qu'on veut calculer, elle est selon cette ligne entre 0 et l'infini. Donc, intuitivement, on peut se dire, ok, bah, je vais considérer, encore une fois, une sorte de quart de disque ou demi-disque ou quelque chose comme ça dans le plan complexe, et puis je vais peut-être pouvoir calculer l'intégrale selon certaines de ces parties. Donc, par exemple, si je prenais un quart de disque, comme ça, et de rayon R, et que je étende R vers l'infini, ben, ça nous permettrait déjà de remarquer que l'intégrale sur cet arc de cercle va disparaître lorsque R va tendre vers l'infini, parce que je vais avoir quelque chose du genre R sur 1 plus R à la puissance alpha, et ça pour alpha plus grand que 2, lorsque R tend vers l'infini, ça tend vers 0. Bon, voilà. Mais en gros, ça va disparaître. Mais le problème, c'est qu'en fait, je vais me retrouver avec une intégrale qui va être sur l'axe imaginaire, qui va être du genre intégrale entre 0 et l'infini, de 1 sur 1 plus ix à la puissance alpha dx. Et ça, je ne sais pas vraiment mieux le calculer que l'intégrale que j'avais au départ. Donc, ok, je me dis, bon, alors je ne vais pas considérer un quart de disque, je vais considérer un demi-disque. Je vais encore aller plus loin, et je vais prendre un contour comme ça. Donc exactement qu'on avait fait pour sinus x sur x, si vous vous rappelez. Un contour comme ça, et je vais faire tendre le rayon vers l'infini. Donc ça ne va marcher uniquement dans le cas pair. Parce que si alpha est impair, ben, on va avoir une singularité qui va être sur le contour d'intégration, et donc l'intégrale va diverger, enfin on ne peut pas considérer un contour comme ça, parce qu'on ne pourrait même pas utiliser le théorème des résidus, etc. Donc, seulement dans le cas pair, on peut faire ce calcul, mais pas dans le cas impair. Et moi, ce que j'aimerais vous montrer, c'est une méthode qui marche dans le cas pair ou impair, donc dans n'importe quel cas. Et le problème de cette méthode, c'est qu'elle ne va pas marcher dans le cas impair. Donc comment est-ce que je vais trouver une méthode pour que ça marche dans le cas impair? Ben, je vais devoir faire un tout petit changement de ma fonction. Et ce petit changement, c'est quelque chose qu'on fait souvent dans des calculs d'intégrale de ce type, c'est de rajouter un logarithme. Parce que le logarithme a cette propriété intéressante d'être une fonction qui est de toute façon discontinue, premièrement, et deuxièmement, qui dépend de la convention qu'on utilise. Okay, donc la convention qu'on utilise va simplement changer la position de la discontinuité dans le plan complexe. Donc, comment vous montrer ce que je veux dire? En définissant le logarithme. Le logarithme de z, bah, pour le définir intuitivement, on va utiliser la représentation polaire des nombres complexes, que z égale ρ exponentielle iθ, et donc ça va être égal au logarithme de ρ exponentielle iθ, ce qui va nous donner le logarithme de ρ plus le logarithme de exponentielle iθ, et le logarithme de exponentielle iθ, ça nous donne iθ, simplement. Donc ça serait notre définition du logarithme, mais vous voyez qu'elle dépend de deux choses. Premièrement, de ρ, mais ρ il est uniquement défini, c'est simplement le module du nombre complexe. Par contre, l'argument, l'angle du nombre complexe dépend de notre convention. Dépend de si on choisit θ entre moins pi et pi, ou entre 0 et 2pi, ou entre n'importe quel alpha et alpha plus 2pi. Vous êtes d'accord qu'en général, on peut prendre n'importe quelle convention qu'on veut, tant que l'intervalle de notre angle est 2pi. Ok ? Donc, avec cette idée en tête, maintenant, voyons pourquoi il y a une discontinuité. Il y a une discontinuité, en fait, entre ces deux valeurs. Bah, simplement parce que ces deux valeurs, moins pi et pi, représentent le même nombre complexe, mais n'ont pas la même valeur de l'angle, finalement. Donc, ce qui veut dire que lorsque je prends le nombre complexe avec un angle qui va vers moins pi, le logarithme de z va tendre vers le logarithme de son amplitude moins ipi, alors que lorsque je prends un angle qui tend vers pi, le logarithme de z va tendre vers le logarithme de z plus i pi. Ok ? Donc vous voyez qu'on a une différence de 2pi entre ces deux valeurs. Donc ça veut dire que si je dessine dans le plan complexe, ici, on a une discontinuité entre quand on approche avec un angle qui va vers moins pi, et lorsqu'on a un angle qui approche en allant vers pi. De la même façon, si j'utilisais maintenant cette convention, entre 0 et 2pi,
Et bien, donc ça veut dire qu'on aurait une discontinuité ici, et maintenant on aura une discontinuité ici. Ok? Parce que si j'approche de par en dessus, je vais avoir le logarithme de z égale à logarithme de ρ plus iθ, et θ va vers 0, donc ça va être le logarithme de ρ, alors que quand je vais par en dessous, le logarithme de z va être le logarithme de ρ, moins, plus iθ va tendre vers le logarithme de ρ, moins 2pi. Plus 2pi, pardon, parce que l'angle va vers 2pi. Donc ça, c'est θ va vers 2pi, ça, c'est θ va vers 0. Et en général, ça va être vrai, même si je prends n'importe quelle convention. Par exemple, si j'utilisais celle-ci, ben ça serait une branche avec un angle alpha, simplement. Vous voyez? Donc je peux vraiment tourner ma discontinuité dans tout le plan complexe, selon la convention que je choisis. Et là, la convention qui va être utile dans notre cas, vu qu'on veut intégrer selon l'axe réel, ça va être de créer une discontinuité sur l'axe réel. Donc en fait, on va utiliser cette convention-là. Donc comment maintenant peut-on faire usage de cette discontinuité pour calculer l'intégrale qu'on cherchait au départ? Eh bien, si je vous ai présenté tout ça, c'est parce que la discontinuité du logarithme à travers cet axe que j'ai dessiné ici en rouge, elle est constante. Dans le sens où, si je viens par en dessus, bah, j'ajoute aucun terme à mon log de ρ, alors que si je viens par en dessous, je rajoute ce 2pi. Donc ça veut dire que formellement, avec ma définition du logarithme, je peux écrire que la limite lorsque epsilon tend vers 0 par en dessus, donc epsilon est positif, c'est ça que veut dire le plus, de logarithme de x plus i epsilon moins logarithme de x moins i epsilon égale moins 2pi si x est un nombre réel positif. Vous voyez, ça veut dire que si je prends un x juste, enfin un x plus i epsilon qui veut dire un nombre complexe juste en dessus de l'axe réel et un nombre complexe juste en dessous de l'axe réel, bah, ils vont différer dans le sens où lui va prendre un angle 2pi et donc un plus 2pi dans le logarithme, et lui va prendre un angle 0, et donc la différence entre les deux, bah, ça va être moins 2pi. Vous voyez ? Donc ça va être ça qui va nous permettre de créer une discontinuité qu'on va utiliser pour calculer notre intégrale. Comment? Bah, vous voyez que si maintenant je considère la fonction f de z égale log de z divisé par 1 plus z à la puissance alpha, j'ai simplement considéré la même fonction qu'avant, simplement j'ai ajouté un logarithme de z. Et pourquoi? Parce que maintenant, si je regarde la discontinuité de cette fonction à travers l'axe réel, je considère la même limite qu'avant, donc limite de f de x plus i epsilon moins f de x moins i epsilon, et ben ça va me donner moins 2pi, la discontinuité du logarithme, divisé par 1 plus x à la puissance alpha. Et donc si ça je l'intègre entre 0 et l'infini, bah à moins 2pi près, c'est exactement l'intégrale que je cherchais au départ. Donc je peux considérer cette fonction, j'ai rajouté un logarithme, et maintenant je vais choisir un contour d'intégration qui va passer, donc ça je peux enlever tout ça, qui va passer juste en dessus de l'axe réel et juste en dessous de l'axe réel, de façon à quand j'intègre la différence, enfin quand j'intègre sur la ligne du dessus moins l'intégrale de la ligne du dessous, ça va me donner exactement l'intégrale que je cherchais au départ. Donc le contour d'intégration qu'on va utiliser, ça va être celui que je vous ai montré juste en dessus. On va prendre une ligne d'intégration comme ça, une ligne d'intégration qui va aller dans l'autre sens, parce qu'on doit fermer le contour. Et ensuite, on ferme le contour, donc on va prendre des arcs de cercle, enfin des cercles maintenant, on va prendre un cercle extérieur et un cercle intérieur, et le contour est fermé. À l'intérieur de ce contour, on retrouve toutes les singularités qu'on avait trouvées précédemment, donc les singularités sur le cercle de rayon 1, si vous vous souvenez. Et on va pouvoir calculer le résidu de ces singularités, et on va trouver l'intégrale. Donc, maintenant, calculons les intégrales une à une. Donc, premièrement, l'intégrale sur le cercle intérieur. Ça va être l'intégrale entre... Donc, rappelez-vous que f de z, on avait pris comme étant log de z sur 1 plus z à la puissance alpha. Donc, l'intégrale selon c epsilon, je vais l'appeler comme ça, ce contour, c epsilon, de rayon donc epsilon. Ensuite, le grand contour, je vais l'appeler cr. Donc l'intégrale selon c epsilon, c'est
l'intégrale entre... Donc, on va dans ce sens-là, dans le sens inverse, trigonométrique, donc on va intégrer entre 2π et 0, f de epsilon exponentielle iθ, et donc en paramétrisant z égale à epsilon exponentielle iθ, donc c'est-à-dire que l'élément dz, ça va être epsilon i exponentielle iθ dθ. Et donc ça nous donne l'intégrale entre 2π et 0 de logarithme epsilon exponentielle iθ divisé par 1 plus exponentielle iθ à la puissance alpha, le tout fois ça. Donc c'est un truc qui paraît compliqué à calculer, mais lorsqu'on va prendre epsilon qui va vers 0, ça va tendre vers 0. Pourquoi? Parce que epsilon log epsilon, lorsque epsilon tend vers 0, ça tend vers 0. Okay, et donc ça on peut le séparer en deux parties, et donc en gros, lorsque epsilon tend vers 0, cette intégrale va tendre vers 0. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour l'intégrale selon CR? Ben, ça va être la même chose. Alors la différence, c'est que cette fois-ci, le sens d'intégration est dans le bon sens, on va dans ce sens-là. Donc on va intégrer entre 0 et 2π, mais en gros ça va rien changer. Parce que lorsque je vais prendre maintenant... Donc je remplace simplement epsilon par r. Et lorsque r tend vers l'infini, ça va tendre vers 0 également, parce que r fois le logarithme de r divisé par 1 plus r fois n'importe quel nombre complexe, disons z0, et le r est la puissance alpha, ça, lorsque r tend vers l'infini, ça tend vers 0. Ça, vous pouvez le vérifier, parce que alpha, ici, est plus grand ou égal à 2. Donc, ces deux intégrales vont disparaître, et il va nous rester l'intégrale selon ce que je vais appeler L+, et selon ce que je vais appeler L-. Donc l'intégrale selon L+, de f de z dz, pardon, f de z dz, ça donne l'intégrale entre 0 et l'infini de, justement, logarithme de x divisé par 1 plus x à la puissance alpha dx. Pourquoi? Parce qu'on a vu que lorsque je prends un angle qui est juste en dessus de l'axe réel, j'obtiens, donc ça on l'avait vu ici, le logarithme de ρ. Et donc dans la limite, le ρ va devenir un x qui va être l'élément d'intégration selon l'axe réel. Maintenant, lorsque je prends dans l'autre sens, l'intégrale sur L-, ça va être l'intégrale, ça va être moins l'intégrale entre 0 et l'infini, parce que je vais dans l'autre sens, donc ça change le signe, et ça va être log de x plus 2πi sur 1 plus x à la puissance alpha dx. D'accord? Donc ça, c'est simplement parce que, comme je l'avais montré ici, lorsque je prends un angle qui est juste un tout petit peu infinitésimalement en dessous de l'axe réel, eh ben, j'obtiens un 2πi. Donc vous voyez que c'est là où va intervenir la discontinuité, c'est ce 2πi qui va rester de la discontinuité, parce que maintenant, la somme L+, plus L-, de f de z dz, bon, vous avez compris ce que je veux dire, ça va me donner moins 2πi intégré entre 0 et l'infini sur 1 plus x à la puissance alpha dx. Et donc, c'est l'intégrale que je voulais calculer fois moins 2πi. D'accord? Donc, au final, l'intégrale sur tout le contour fermé de f de z dz, ça me donne, bien que je sois parti d'une fonction avec un logarithme, etc., ça me donne, lorsque r tend vers l'infini et epsilon tend vers 0, ça me donne une intégrale entre 0 et l'infini de moins 2πi sur 1 plus x alpha dx. Et ça, par le théorème des résidus, c'est égal à 2πi somme sur n entre 0 et alpha moins 1 du résidu de f en Zn, ok? Et les Zn, c'est les zéros que j'avais trouvés avant, donc rappelez-vous, c'était ça, mais ce que j'appelle Zn, c'est ces nombres complexes-là qui sont
les singularités de ma fonction. Donc, ça c'est important. Et maintenant, bah, on aimerait calculer les résidus pour terminer le calcul. Donc, les résidus de f en Zn, rappelez-vous qu'on a la formule que le résidu, si j'ai f de z défini comme g de z sur h de z, le résidu de f en, disons, z0 est égal à g de z0 divisé par h' de z0. Bon, si h' de z0 n'est pas nul, etc. Mais cette formule s'applique dans ce cas-là. Et donc, puisque ici on avait f de z qui était effectivement la division de deux fonctions, et ben le résidu de f en Zn, c'est le logarithme de Zn divisé par la dérivée. Donc la dérivée de ça, ça me donne alpha z à la puissance alpha moins 1, Zn à la puissance alpha moins 1. Donc ça c'est le résidu. Et Zn, maintenant rappelez-vous que Zn était également tel que Zn à la puissance alpha est égal à moins 1. Donc ici c'est très pratique de multiplier, enfin de diviser, de multiplier Zn en haut et en bas. Parce que comme ça, vous voyez que le Zn à la puissance alpha intervient, et ça vaut moins 1 par définition des Zn. Donc ça maintenant, en utilisant que Zn c'était exponentielle i de pi sur alpha n plus une demi, je peux le réécrire comme exponentielle i de pi alpha n plus une demi fois i de pi sur alpha n plus une demi. Alors il y avait le moins 1 que je viens de rajouter avec le moins 1 là, le tout divisé par alpha. Donc maintenant, on a vraiment une équation pour l'intégrale qu'on voulait, qui était celle-ci. Et maintenant on a calculé les résidus. Donc l'intégrale entre 0 et l'infini de moins 2pi sur 1 plus x puissance alpha dx est égale à 2pi. Donc déjà je peux diviser par 2pi des deux côtés, hein. Donc j'ai moins 1. Donc là je divise 2pi, et ça donne la somme entre n égale 0 et alpha moins 1 du résidu que je viens de calculer. Donc moins i 2pi sur alpha n plus une demi, exponentielle i 2pi sur alpha n plus une demi. Le tout divisé par alpha, donc alpha carré. Voilà, et puis je peux même encore supprimer les moins, et voilà, donc ça c'est mon résultat intermédiaire. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est calculer ces sommes de n exponentielle n, si on veut. N exponentielle n. Donc ça, on sait le calculer, et je vais le faire juste maintenant. Et pour le faire, je vais utiliser une petite technique. Donc la petite technique consiste premièrement à sortir le 2pi sur alpha carré, et définir... juste sortir i sur alpha, et je vais définir 2pi sur alpha comme delta. Donc ça me donne somme de n égale 0 jusqu'à alpha moins 1, delta, n plus une demi, exponentielle i delta n plus une demi. Maintenant, remarquez que ici, on a i n plus une demi, qui est exactement ce que j'ai ici. Donc, vous savez que quand je dérive une exponentielle de ax, disons, il y a un a qui va tomber devant l'exponentielle. Donc ça veut dire que si je dérive ici l'exponentielle par rapport à delta, ça va me faire tomber exactement ce i n plus une demi. Donc ça, c'est la même chose que delta sur alpha, donc ce delta je peux le sortir, dérivé, j'ai oublié un i, dérivé par rapport à delta, de la somme entre n égale 0 et alpha moins 1, et pardon, le i du coup il part, de exponentielle i delta n plus une demi. Okay. Vous voyez, le i et le n plus une demi ont été absorbés dans la dérivée, parce que la dérivée va faire tomber ce i et ce n plus une demi devant l'exponentielle. Et donc maintenant, ça c'est beaucoup plus simple à calculer, parce qu'on sait calculer une série géométrique. Donc la série géométrique, qui est la somme, disons, entre k égale 0 et m, disons grand M, de x à la puissance k,
ça me donne x à la puissance grand M plus 1, donc c'est le nombre total d'éléments qui sont semés, moins 1, divisé par x moins 1. Donc ici, la somme entre n égale 0 et alpha moins 1 de exponentielle i delta n plus une demi. Premièrement, je peux sortir exponentielle i delta sur 2, et deuxièmement, il va me rester somme entre n égale 0 et alpha moins 1 de exponentielle i delta le tout à la puissance m. Donc vous voyez qu'on a exactement une somme de ce type, bon simplement avec des variables différentes, et donc ça me donne exponentielle i delta sur 2, exponentielle i delta le tout à la puissance m plus 1, qui ici est égal à alpha, moins 1 sur exponentielle i delta moins 1. D'accord ? Donc ça, maintenant, je peux diviser par exponentielle moins i delta sur 2, enfin je peux faire ça. Ok, donc ça va s'annuler, et il va rester exponentielle i alpha delta moins 1, divisé par exponentielle i delta sur 2, moins exponentielle moins i delta sur 2. Et ça, maintenant, je peux encore le simplifier, parce que vous reconnaissez ici le sinus. Donc ça, c'est 2i fois le sinus, en fait. Donc ça me donne exponentielle i alpha delta moins 1 sur 2i sinus de delta sur 2. Ok, donc ça, c'était le calcul intermédiaire, et donc, je reviens à mon calcul initial, l'intégrale entre 0 et l'infini de 1 sur 1 plus x à la puissance alpha, ça me donne delta sur alpha fois la dérivée par rapport à delta de ce qu'on vient de calculer là. Donc maintenant, je calcule la dérivée d'un quotient. Donc la dérivée du quotient, c'est d'abord la dérivée du haut, ce qui me fait i alpha exponentielle i alpha delta, fois 2i sinus delta sur 2, le tout moins ce qu'on avait en haut, fois la dérivée du bas. Donc la dérivée du bas, ça va me donner i cosinus delta sur 2. Le tout divisé par 2 fois ce qu'on avait en bas. Donc 2 fois ce qu'on avait en bas, ça fait moins 4 sinus carré de delta sur 2. Donc le moins 4 va s'annuler, non, va pas s'annuler. Donc il va rester delta sur alpha. Alors là il y a plein d'annulations, donc le i vont s'annuler avec le moins. Le alpha va s'annuler avec le alpha. Ensuite, remarquez que delta, c'était 2pi sur alpha. Donc exponentielle i alpha delta, c'est exponentielle i de pi, qui est simplement 1. Donc ce terme vaut 0. Et il va rester, ça vaut 1. Et donc il va rester, après tous ces calculs, delta, enfin 2 delta, sinus delta sur 2, divisé par 4 sinus carré delta sur 2. Okay, donc il y a plein de constantes qui sont annulées. Et donc il va me rester simplement delta sur 2, 1 sur sinus de delta sur 2. Et le delta, comme j'ai dit, c'était 2pi sur alpha. Donc ça me donne pi sur alpha divisé par sinus de pi sur alpha. Donc ça, c'est le résultat final. Vous voyez comme il est élégant, c'est l'intégrale entre 0 et l'infini de 1 sur 1 plus x à la puissance alpha. C'est simplement pi sur alpha fois sinus divisé par sinus de pi sur alpha. Voilà. Et on voit déjà avec ce résultat élégant que lorsque alpha tend vers l'infini, ce résultat tend vers 1. Et ça c'est intuitif parce que lorsque alpha tend vers l'infini, vous pouvez vous convaincre que la fonction elle va ressembler en fait à ça. Elle va ressembler, si la G1 et la G1, ça c'est la fonction 1 sur 1 plus x alpha lorsque alpha tend vers l'infini. Donc vous voyez bien qu'on a un rectangle de rayon d'R1, donc ça nous permet de vérifier le résultat. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer et à me suivre pour de prochaines vidéos, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire.